L'État. Pensez-y une seconde. C'est cette entité, cette force immense qui nous encadre, du berceau jusqu'à la tombe. Elle façonne nos vies, nos droits, nos devoirs. Elle nous protège, parfois nous contraint, elle organise notre société. Mais au fond, d'où lui vient ce pouvoir? Sur quoi repose son autorité? Et ça nous amène à la question centrale. Est-ce qu'on obéit simplement par peur de la sanction, par habitude, ou est-ce qu'il existe une justification plus profonde, une vraie raison philosophique qui rend légitime ce pouvoir incroyable qu'il a sur nous? C'est ce voyage au cœur de la légitimité de l'État qu'on va faire ensemble. Alors, voilà le programme de notre exploration. On va commencer avec les penseurs de la Grèce antique, faire un détour par la rupture radicale de Machiavel, plonger dans le grand débat du contrat social, pour ensuite arriver aux constructions impressionnantes de Kant et Hegel. Et à la fin, on essaiera de tout rassembler pour y voir plus clair. Allez, on commence par le tout début, la Grèce antique. Pour les premiers philosophes comme Platon ou Aristote, la question de l'origine de l'État, au fond, elle ne se posait même pas vraiment. Pour eux, la communauté politique, la cité, ce n'était pas une invention humaine, mais plutôt une sorte de fait de nature, une nécessité. Et le penseur clé de cette vision, c'est bien sûr Aristote. Pour lui, la cité, ce n'est pas du tout une construction artificielle, une sorte de chose imposée de l'extérieur aux individus. Non, c'est le prolongement tout à fait naturel des premières communautés humaines, la famille, puis le village. Et c'est là qu'on touche à son concept le plus célèbre, celui d'animal politique. Alors attention, ça ne veut pas juste dire qu'on aime bien vivre en groupe, c'est beaucoup plus fort que ça. Pour Aristote, un être humain ne peut réellement devenir humain, accomplir tout son potentiel qu'en vivant au sein d'une cité. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls à avoir le langage, le logos, pour débattre de ce qui est juste et injuste. Et c'est cette discussion en commun qui est le cœur même de la politique. Donc le point crucial à retenir, c'est ça. Pour les Grecs, l'État n'est pas une entité qui plane au-dessous des citoyens. Non. Les citoyens sont l'État. C'est eux qui participent à l'Assemblée, qui votent les lois, des lois auxquelles ils vont ensuite obéir. La liberté, dans cette optique, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, mais d'obéir à des règles qu'on a soi-même contribué à créer. Et sur ce point, attention, Aristote prend ses distances avec son propre maître, Platon. D'un côté, on a Platon qui, dans son œuvre La République, essaye de dessiner les contours de la cité idéale, parfaite, quitte à imaginer des solutions extrêmes. De l'autre, on a Aristote, beaucoup plus pragmatique. Lui, il étudie les cités qui existent, vraiment. Il compare leurs constitutions, il cherche le meilleur régime possible, pas le régime parfait. Pour lui, une bonne politique, même imparfaite, vaut mieux qu'une utopie irréalisable. Bon, après cette vision plutôt harmonieuse des Grecs, on va faire un saut gigantesque dans le temps. On avance de presque 2000 ans, on traverse l'Empire romain, le Moyen-Âge, et on arrive à la Renaissance. Et là, tout va changer. Grâce à un homme qui va faire exploser toute la tradition, Nicolas Machiavel. Avec lui, on entre dans la politique moderne. Et cette citation, tirée de son livre le plus célèbre, Le Prince, elle résume à elle seule toute la rupture. Fini la question de savoir comment être un bon roi, un roi juste ou vertueux. Non, la seule question qui vaille pour Machiavel, c'est comment on prend le pouvoir et surtout comment on fait pour ne pas le perdre. La politique est séparée pour la première fois aussi nettement de la morale et de la religion. D'ailleurs, c'est Machiavel le premier qui utilise le mot stato, État, dans son sens moderne. Pour lui, cet État, il n'est pas fondé sur la justice ou sur Dieu, il est fondé sur la force. Face au chaos de l'histoire, à l'imprévu, la seule chose qui compte, c'est la stabilité, la survie de l'État. Et pour ça, le dirigeant, le prince, doit être prêt à utiliser la ruse ou la violence si la situation l'exige. C'est la fameuse raison d'État. Ok, donc après le choc Machiavel, on avance encore un peu dans le temps, on arrive au siècle des Lumières, et là, les philosophes vont imaginer une toute autre origine pour l'État. Ils vont dire, non, l'État ne vient ni de la nature, ni de la force, il vient d'un accord, d'un pacte passé entre les individus. C'est la célèbre théorie du contrat social. Et pour justifier ce contrat, ils vont utiliser une sorte d'expérience de pensée fascinante. Ils appellent ça l'état de nature. En gros, la question est, imaginons un monde sans État, sans loi, sans police. Comment vivraient les êtres humains? La réponse à cette question va tout conditionner. Et là où ça devient génial, c'est que chacun a une vision complètement différente de cet état de nature. Pour Thomas Hobbes, c'est le chaos total, la guerre de tous contre tous, où la plus grande peur, c'est celle de mourir de mort violente. Pour John Locke, c'est plus nuancé. C'est un état plutôt paisible, où on a déjà des droits naturels, mais il manque un juge pour régler les conflits. Et puis on a Jean-Jacques Rousseau, et là c'est encore autre chose. Pour lui, l'humain à l'état de nature est bon, libre et heureux. C'est la société et la propriété privée qui ont tout gâché. Forcément, avec des points de départ si différents, les contrats proposés ne se ressemblent pas du tout. Chez Hobbes, le deal est simple. On donne toute notre liberté à un souverain tout-puissant, le Léviathan, et en échange, il nous garantit la sécurité. C'est un pacte de soumission pour avoir la paix.
Chez Locke, c'est un autre calcul. On ne cède qu'un seul droit, celui de se faire justice soi-même. L'État devient un arbitre, mais son pouvoir est limité, et s'il abuse, on a le droit de se révolter. Et Rousseau, lui, a le projet le plus radical. On donne tout, mais pas à un roi. On donne tout à tout le monde, à la communauté. Et c'est ça le coup de génie de Rousseau. En obéissant à la volonté générale, c'est-à-dire à la loi qui exprime l'intérêt de toute la communauté, chaque citoyen n'obéit en fait qu'à lui-même, puisqu'il fait partie de cette communauté souveraine. C'est sa fameuse formule « on reste aussi libre qu'auparavant ». La souveraineté, c'est le peuple. Point final. Bon, on a vu la sécurité, on a vu la protection des droits, on a vu la volonté populaire. Maintenant, place à un autre géant, Emmanuel Kant, qui va dire « tout ça c'est bien gentil ». Mais le fondement de l'État, ça doit être quelque chose de beaucoup plus solide, d'universel, la raison pure. Et Kant va nous forger ce concept absolument central aujourd'hui, l'état de droit. L'idée, ce n'est pas que l'État doit nous rendre heureux, ou riches, ou vertueux. Pas du tout. Son seul et unique but, sa mission, c'est de garantir par le droit que la liberté de chacun puisse coexister avec la liberté de tous les autres. L'État est le garant de la compatibilité des libertés. Et pour que ce soit bien clair, Kant fait une distinction super importante entre deux choses, la légalité et la moralité. La légalité, c'est le respect extérieur de la loi. Je ne me gare pas en double fil parce que j'ai peur de l'amende. La moralité, c'est l'intention intérieure. Je ne vole pas parce que je sais que c'est mal. Kant nous dit que l'État doit s'occuper uniquement de la légalité. Il ne peut pas nous forcer à être des gens bien. Donc vous voyez, chez Kant, créer un état de droit, ce n'est pas une option, ce n'est pas un calcul d'intérêt, c'est un devoir moral, un impératif de la raison. Rester dans une situation sans loi où les droits de personne ne sont garantis, c'est en soi une injustice. Et c'est parce que le droit est si important qu'il va même jusqu'à refuser le droit de révolution, car pour lui ce serait détruire le droit lui-même et retourner au chaos. Allez, dernière étape de notre voyage philosophique, et pas des moindres, Georges Wilhelm Friedrich Hegel. Avec lui, la réflexion sur l'État atteint une sorte de sommet. Pour Hegel, l'État n'est plus un mal nécessaire ou un simple contrat. C'est bien plus, c'est la raison qui se réalise dans le monde, dans l'histoire. Avec Hegel, on atteint un autre niveau. Pour lui, l'État n'est plus du tout un frein à la liberté, c'est carrément sa condition de possibilité. C'est seulement à travers les institutions, les lois, la culture d'un État bien organisé que notre liberté individuelle peut devenir quelque chose de réel, de concret et pas juste un vague désir. Alors, accrochez-vous, l'idée est un peu subtile, mais elle est magnifique. En gros, un bon État, un État rationnel, crée des lois qui ne sont pas arbitraires. Elles sont l'expression de la raison. Donc, quand j'obéis à ces lois, je n'obéis pas à une contrainte extérieure, j'obéis à la part de raison universelle qui est aussi en moi. Ma liberté personnelle et la loi de l'État se réconcilient, elles ne s'opposent plus. Bon, on a fait un sacré tour d'horizon. Si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient ? Eh bien, on voit bien que la grande question « à quoi sert l'État ?» a eu des réponses hyper différentes, voire contradictoires au fil des siècles. On est parti d'Aristote, qui pensait que l'État devait nous rendre meilleurs, plus vertueux. Puis on a vu Machiavel pour qui il s'agit de garder le pouvoir, point barre. On a eu le besoin de sécurité absolue de Hobbes, la protection des libertés individuelles de Locke, le projet démocratique de Rousseau, l'exigence de droit universel de Kant, et enfin la vision grandiose de Hegel où l'État incarne la raison. Chaque philosophe a projeté sur l'État les espoirs et les craintes de son temps. Et tout ça, ça nous ramène à aujourd'hui, et à la question finale. Finalement, dans notre monde actuel, quelle idée de l'État nous parle le plus ? Est-ce qu'on attend de lui avant tout la sécurité, comme Hobbes, la protection de nos droits, comme Locke, qu'il soit l'instrument de la volonté populaire, comme Rousseau, ou peut-être un peu de tout ça à la fois ? La question de l'État idéal, visiblement, est encore loin d'être réglée.